Bonjour et bienvenue dans le canapé de Bi. Pour ce deuxième épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Aude. Pour être honnête avec vous, lorsqu'elle m'a parlé du choix de son film, je me suis dit dans quelle galère je me suis mise. Ce genre des films m'effraie tant. Mais bon, on verra bien. Et je dois reconnaître que j'ai été agréablement surprise, tant par le film que par la passion qui anime Aude. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Salut Aude, comment ça va? Salut Bérénice, bah écoute, ça va très bien et toi? Eh bah écoute, super bien, en direct des États-Unis pour ce second épisode. Est-ce que tu peux te présenter? Ouh. Bah avec grand plaisir. Bah bonjour à tous et à toutes celles tous ceux et toutes celles qui nous écoutent. Donc je m'appelle Aude, j'ai 23 ans et alors j'ai deux casquettes plus ou moins dans le sens où bah là actuellement côté salariat je n'ai pas d'emploi, mais le plus important c'est qu'en fait je suis wedding planner spécialisée dans les mariages éco-responsables depuis. Alors j'ai commencé ma formation en mars 2020, donc en plein pendant la période du Covid. Et je me suis officiellement lancée en septembre 2021, donc ça fait un peu plus d'un an. Et pour expliquer mon concept en quelques mots, qu'est-ce que moi j'entends par mariage éco-responsable? Déjà, je pense qu'en fait, il n'y a pas qu'une seule façon d'organiser un mariage éco-responsable, dans le sens où en général, on pense que c'est et c'est le cas. Il y a une grande partie où ça va être lié à l'écologie, au respect de la planète, des animaux et des hommes. Mais pour moi, il y a aussi, par exemple, une grande dimension sociétale, une dimension éthique, une dimension de respect des personnes qui nous entourent. Ça, c'est des valeurs qui sont très importantes pour moi. Et moi, mon objectif, donc avec mon agence, avec mes prestations et également à travers ce que je partage sur Instagram ou notamment aussi mon podcast Mariage engagé, c'est vraiment, j'encourage les mariés à trouver leur définition du mariage éco-responsable, car pour moi, il y en a autant que de personnes qui existent sur Terre pour qu'ils justement ils puissent se l'approprier et qu'ils puissent au final organiser le mariage de leurs rêves et qui correspondent à leurs envies, leur budget évidemment, c'est important de le préciser, mais également et surtout à leurs valeurs. Bien sûr. C'est un super concept, je connaissais pas du tout et c'est vrai que comme je te l'ai déjà dit, on partage la même sensibilité, notamment à l'écologie et je trouvais qu'en tout cas ça faisait sens, que tu puisses aussi, en parler. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet et est-ce que tu te souviens de la première fois où tu es allée, au cinéma? Ou en tout cas les premières fois? Oui et non. Dans le sens où je crois que le souvenir le plus lointain que j'ai, ça devait être quand j'avais 6 7 ans, même ça je me rappelle plus trop. Le premier souvenir que j'ai, c'était quand j'étais allée voir Ouais. Madagascar, quand j'étais petite. Avant ça, je sais pas du tout si je suis allée au cinéma. Après ça, c'est vrai que je me rappelle plus trop de ce que je suis allée voir. Bon, j'étais petite, donc j'allais voir pas mal de films d'animation. Donc c'est vrai que les souvenirs que je vais avoir du cinéma, ça va plus être des souvenirs qui remontent à une dizaine, à 10 12 ans à peu près, quoi. Donc quand j'étais vraiment fin de l'enfance, on va dire début de l'adolescence. D'accord, ça me vieillit un peu parce que tu faisais référence au film Madagascar et moi le premier film que je suis allée voir, quand j'étais plus jeune, c'était Blanche-Neige. Donc c'était mon premier film et Ah j'avais oui. 3 ans. Ouh. Du coup, est-ce que ouais, ça date, ça ça date. C'est sûr. Est-ce que tu peux donc, nous parler du film qui a été marquant pour toi? Pas de souci. Eh ben alors, le film que j'ai choisi, alors en fonction de la période où l'épisode va sortir, ça va être plus ou moins la bonne période, mais c'est un film d'horreur que j'ai choisi et c'est vraiment pour moi le film d'horreur qui déjà bah, m'a donné envie d'aimer les films d'horreur. On va en reparler un peu plus tard, je pense que je vais avoir l'occasion d'en reparler un petit peu, mais plus globalement qui m'a fait aimer le cinéma. Et pour moi, ce film-là, c'est Scream. Donc, pour vous en dire un peu plus, ça peut peut-être parler à certaines personnes, ça peut peut-être pas parler à d'autres. Donc, c'est un film qui est sorti, si je dis pas de bêtises, en 1996. Oui, c'est ça. Et c'est ça, oui. Et en fait, qui a été réalisé par Wes Craven. Donc, Wes Craven, qui est en fait un grand réalisateur de films d'horreur, donc qui s'est fait connaître dans les années 70, 80 avec des films comme Les Griffes de la Nuit, par exemple, et qui justement est revenu en force en fin des années 90
avec ce film, avec Scream, donc on va en reparler, qui a vraiment, qui a beaucoup changé des choses dans ma vie, mais à l'époque, il a aussi pas mal changé de choses par rapport au cinéma d'horreur tel qu'il était à l'époque. L'histoire de Scream, qu'est-ce que c'est? Alors, on est dans la petite ville fictive de Woodsboro, aux États-Unis, ça tombe bien, puisque tu es aux États-Unis aussi actuellement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que Tout à fait. il va y avoir un tueur qui va en fait se servir de son amour et de sa connaissance des films d'horreur pour tuer des gens. Donc ouais, c'est vraiment le résumé le plus simpliste que je puisse faire. Et c'est vrai qu'en disant ça, je me rends compte, ça rend pas forcément justice à toutes ces fois où on a eu des faits divers et qu'au final, on a trouvé rien de mieux que les films d'horreur, entre autres, pour les désigner les grands coupables, les grands responsables. Mais en fait, tout a un sens dans le film, dans le sens où, qu'est-ce que je pourrais dire de plus sur ce sujet? Dans le sens où, là où ça a beaucoup marqué le cinéma à l'époque, c'est qu'en fait, c'était vraiment le premier film à vraiment, on va dire, sortir de cette sphère de films d'horreur et quelque part à prendre le recul, à vraiment s'interroger sur le genre actuellement tel qu'il était. Pour en dire un peu plus sur le genre tel qu'il était dans la fin des années 90, donc Scream fait partie de la famille de ce qu'on va appeler les slashers. Donc les slashers, c'est tout simplement un tueur qui va tuer des adolescents, la plupart du temps des jeunes adultes, plus ou moins stupides. Dans la majorité des films, c'est ça. Donc c'est un genre qui a débuté dans les années 70 à 80, donc justement avec des films comme Les Griffes de la Nuit, comme Halloween, Vendredi 13. Bon là c'est peut-être des noms qui comme ça vous disent rien, mais c'est des films qui ont vraiment beaucoup marqué leur époque. Sauf que le problème c'est que ces sagas, elles se sont étirées, il y a eu énormément de films, beaucoup de personnes ont voulu reprendre ce concept parce que c'est des films qui coûtent pas beaucoup à faire et qui fonctionnent très bien, qui rapportent beaucoup d'argent. Donc en fait, les producteurs, ils ont utilisé ce concept-là jusqu'à la corde. Et à la fin des années 90, au moment où Scream est apparu, c'est vraiment un genre qui était en perte de vitesse. Les films étaient boudés par les spectateurs. Et Wes Craven a eu cette idée de vraiment sortir ce film, de vraiment avoir un regard sur le cinéma d'horreur en ayant plein de références à ce qui s'est passé avant. Enfin, il y a des personnages qui, je dirais pas qu'ils ont conscience d'être dans un film, ils ont pas conscience d'être dans un film, mais très clairement, tu as des situations où ils se disent, mais si on était dans ce film-là, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il y a même un moment un personnage qui en fait cite les règles qui, selon lui, permettent de survivre à un film d'horreur. Et quand on a de l'expérience dans ce domaine-là, on se rend vraiment compte que, en général, c'est exactement ce qui se passe. Donc, à l'époque, moi, j'étais pas du tout née. À l'époque, quand il est sorti, j'ai découvert, bon, on en reparlera, je pense, un peu après, là, je l'ai découvert vraiment beaucoup plus tard. Et voilà, Oui. je sais pas ce que je pourrais dire de plus. Voilà, c'est vraiment un film qui a changé beaucoup de Non, mais choses. c'est déjà, ouais, on le sent en tout cas et je te remercie parce que c'est pareil pour être honnête, c'est un genre en tout cas sur lequel je suis pas forcément très attirée et ça a été une grande surprise, vraiment une très, très grande surprise en visionnant, donc Scream juste avant, notre interview de, voilà, aussi bien en termes de photographie, en termes de scénario, de rebondissement et pour avoir vu, après d'autres films n'étaient pas forcément pareils, mais des reprises comme Scary Movie qui s'emparent un peu de ce film, Oui. franchement pour avoir vu la base, en tout cas donc ce film-là, c'est, je dirais même que c'est un petit bijou et je m'y attendais pas du tout. Franchement, pour être honnête, j'avais pas mal de préjugés sur ce film et et de peur aussi de le regarder, j'avoue, je l'ai regardé en journée. Voilà, mais non, franchement, c'était super bien. Donc là, tu m'as emportée dans tout ce que tu dis et du coup, quelles émotions ça a provoqué chez toi, lorsque tu l'as regardé? Ça a provoqué beaucoup de surprises parce que à l'époque, j'étais exactement comme toi. J'avais beaucoup de préjugés sur le cinéma d'horreur, dans le sens où je pense qu'il faut peut-être reprendre un peu du début. En fait, un an plus tôt, donc j'ai regardé Scream pour la première fois, j'avais 12 13 ans. Et un an plus tôt, je me suis retrouvée involontairement devant le film La colline à des yeux. Alors, il y a deux versions de ce film, donc l'original qui est sorti dans les années 70 et donc du coup qui a été réalisé par Wes Craven aussi, et son remake, donc une nouvelle version qui a été réalisée par Alexandre Aja, donc un Français, en 2006. Et c'est devant cette version que je me suis retrouvée. Et
Si vous savez de quoi je parle, si vous connaissez un peu le concept du film, je vais pas trop le détailler ici parce que je pense qu'il y a quand même des oreilles sensibles. Je pense que vous comprenez pourquoi est-ce que Oui. ça a été une très mauvaise expérience. C'est un film qui est vraiment brutal, qui est violent, il y a beaucoup de violence gratuite. Et très clairement, j'étais très clairement trop jeune pour voir ce type de film. Donc j'avais vu quelques images, évidemment, je suis tombée devant les moments les plus violents. Ça m'a vraiment beaucoup traumatisée. Je me suis dit, plus jamais je regarde de films d'horreur. Un an plus tard, quelques semaines avant ma découverte de Scream, j'étais chez ma grand-mère avec ma mère et mes sœurs. Euh, Ma grand-mère était partie avec mes sœurs se balader, il n'y avait plus que moi et ma mère. Et ma mère entre dans la chambre où j'étais, il y avait une télé d'ailleurs dans cette chambre, où je me rappelle, j'étais là en train de jouer Animal Crossing. Elle baisse les volets de la chambre, elle me sort le DVD de l'Exorciste. Donc j'étais là, bon, je connaissais un petit peu le concept, mais je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu veux me faire regarder ça? Pourquoi tu veux faire regarder ça en fait? Et elle m'a dit, je veux que tu regardes ce film, je veux qu'on le regarde ensemble. Parce que ma mère, c'est une grande fan de films d'horreur. C'est un peu le trait de tout le côté maternel de ma famille, c'est tous des grands fans de films d'horreur. Et donc, quelque part, ma mère, elle a voulu tester. Je pense que c'est ça. Elle a voulu vraiment tester si j'avais moi aussi cette sensibilité en moi, bon, qui au final se développera un petit peu plus tard. Et c'est vrai que c'est un film qui m'a beaucoup aussi, qui m'a beaucoup aussi traumatisée. C'est vrai qu'il m'a pas traumatisée, il m'a moins traumatisée que La colline à des yeux, il m'a quand même fait beaucoup peur. Mais quelque part, je sentais un peu ma réflexion tourner, ma réflexion changer. Quand j'ai terminé de regarder L'Exorciste, d'accord, j'ai eu peur. D'ailleurs, même quand je l'ai revu quelques années plus tard, ça avait complètement perdu de son charme. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et on en arrive au moment du film du jour. Quelques semaines après, donc on était à Boulanger, je me rappelle, donc c'était celui qui est vers le centre de Lyon. J'étais avec ma mère et son copain de l'époque, qui était également aussi un gros cinéphile. Il y avait des étagères avec beaucoup de trilogies, beaucoup de sagas. Et parmi ceux-là, donc il y avait le coffret avec les 3 premiers films de Scream. Et du coup, son copain m'a dit, écoute, est-ce que ça te dirait de continuer, peut-être avoir plus de films d'horreur, à plus en découvrir? Je lui ai dit pourquoi pas. Et il me dit, dans ce cas-là, je te conseille de commencer par cela. Donc je lui ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et Ok. j'étais prête à tenter l'expérience. Et quelques jours plus tard, je me suis retrouvée avec ma mère justement pour regarder Scream. Et ça a été une grande surprise également. Enfin, je m'attendais pas du tout à ça parce que voilà, j'avais beaucoup de préjugés, j'avais beaucoup de peur. Donc, c'est vrai que comme je l'ai vu à l'époque, et comme je le revois aussi aujourd'hui, c'est un film qui m'a quand même beaucoup fait peur, mais il y a quand même aussi du suspense. On se pose des questions, on se demande qui est-ce qui fait ça. Et c'est vrai que moi, en plus, à l'époque, je me souviens parce que je voyais ma mère qui souriait devant les références du film, alors que moi, à l'époque, je les comprenais pas. Et à la fin du film, j'en suis ressortie, j'étais d'autant plus curieuse de me dire, toutes ces références, je veux les comprendre, je veux comprendre ce qu'elles font ici, je veux comprendre pourquoi est-ce que ces personnes disent ça, pourquoi ces personnes elles en parlent, et donc je veux pouvoir découvrir tous ces films, je veux pouvoir comprendre ce film. Donc je dirais, ce qui a vraiment déclenché le fait qu'après, j'ai regardé plus de films d'horreur, donc les classiques qui sont cités dans le film, mais également qui sont cités dans les suites, et que j'ai également aussi regardé d'autres films du genre, et qu'après, j'ai étendu ma réflexion, ma curiosité à tous les genres possibles du cinéma. D'accord. Waouh, tu m'as emporté. Est-ce que du coup, tu te souviens ou est-ce que tu peux nous citer, déjà les règles, qui sont énoncées? Parce que moi, c'est ça qui m'a beaucoup marquée, en fait, c'est les mises en abîme. C'est non seulement, donc ça reprend tous les codes comme tu le disais, des films d'horreur, des slashers et cetera. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'était les mises en abîme, en fait, les citations, les références, de films d'horreur que j'ai moi, justement, c'est un genre que je connais très peu ou en tout cas de loin, et qui sont cités par les personnages. Et je trouve ça se marie super bien dans le scénario, en fait. Mm. Donc, oui, les règles, je me D'accord, rappelle très bien. vas-y. Justement. Ok, donc la première règle, il ne faut jamais avoir de sexe parce que Ouais, sexe rime avec mort. Et c'est vrai que c'est l'un des clichés qui est vraiment l'un des plus répandus dans le cinéma d'horreur. En général, il y a 2 archétypes de personnages féminins. Il y a la bimbo, c'est qui est vrai. superficielle et qui pense qu'au sexe, et la brune, en général, qui est un peu plus prude, un peu plus réservée. Et en général, vu que c'est celle qui est vierge, ou du moins l'archétype de la figure virginale, parce qu'elle n'est pas obligée d'être vierge dans le sens littéral du terme, on en a la preuve même dans le film du jour, en fait, c'est principalement cette personne-là qui survit. Parce que justement, alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de débats, surtout il y a des évangélistes qui sont
emparé du sujet en disant que les réalisateurs, ils disaient que justement c'était une ode au sexe après le mariage, qu'il fallait surtout pas le faire avant le mariage, parce que si c'était avant le mariage, ben, on finissait par mourir. Bon, là, je suis pas celle qui va juger si c'est vrai ou si c'est Oui, pas vrai. Je laisse ça aux réalisateurs qui ont fait ces films. La deuxième règle, qui est justement qui est liée à la première, c'est qu'il ne faut jamais boire ni prendre d'alcool. Parce que déjà, on n'a pas les facultés nécessaires pour pouvoir survivre à ce genre de film, mais ça peut aussi lier à la première règle. Donc, vu qu'on n'a pas les bonnes facultés, ben, on peut plus facilement avoir du sexe, ouais. si je puis dire. Et la troisième règle, la plus farfelue, mais je vous jure qu'elle est véridique. Pour l'avoir vue dans plusieurs films, je vous jure qu'elle est véridique. Il ne faut Ah oui. jamais dire je reviens tout de suite, car on ne revient jamais. Voilà, c'est vrai que quand j'ai vu le film pour la première fois, j'ai entendu cette règle, je me suis dit mais de mais de quoi il parle? C'est pas possible. Et j'ai regardé ma mère, elle m'a dit si, c'est vrai. Et Ouais, moi c'est aussi, je l'ai vrai. Non, non, constaté, oui, c'est ça vrai. ça fait tellement rire sur le moment, en plus, surtout, voilà, sur la scène et au moment où ils le disent et ouais, comme tu le dis, c'est véridique. Ça se vérifie, en tout cas. C'est ça. Et du coup, pour rebondir, est-ce que tu te souviens des références qui sont faites dans le film? Oui, je m'en rappelle. Alors, pas tout dans le détail, mais c'est vrai qu'il y a un film qui est énormément cité, et je pense que c'est celui-là dont je vais parler en priorité. C'est Halloween, la nuit des masques, donc Ouais. qui est sorti en 1978 et qui a été réalisé par John Carpenter, et qui, comme je disais un peu plus tôt, en fait, bon, j'ai juste un peu name droppé comme ça, donc là j'ai peut-être un peu plus développé, qui est vraiment l'une des références quand on parle de slasher classique. Donc, pour résumer un peu l'histoire d'Halloween, donc en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Michael Myers, qui un soir d'Halloween tue sa sœur en fait. Il est interné dans un asile et plusieurs années plus tard, il s'enfuit de cet asile, il retourne dans sa ville natale, donc Haddonfield, et il va surtout tuer des babysitters qui gardent les enfants le soir d'Halloween. Donc c'est principalement, donc c'est l'intrigue du premier film. Il y en a eu beaucoup trop de films Halloween. C'est surtout le premier qui est cité vraiment dans le film. Il y a même sur la fin, il y a beaucoup d'extraits du film. Il y a même un moment où justement deux des personnages discutent des films qu'a fait l'actrice principale, donc Jamie Lee Curtis, donc parce elle a tourné dans beaucoup de films d'horreur, justement dans les 70 et 80. Elle a eu même beaucoup de mal à se démarquer de cette image pour la suite de sa carrière. Et quelque part, je comprends aussi pourquoi c'est un film qui a beaucoup inspiré, parce que quelque part, c'est l'un des films dont on s'inspire pour les fameuses règles dont on a énoncé plus tôt. Donc, il a vraiment énoncé ces règles, on va dire, Ouais. la première fois sans vraiment les dire. Et en fait, tout se vérifie. Les archétypes dont on parlait un peu plus tôt, ils sont présents dans Halloween. Toutes les règles qu'on a énoncées sont présentes. Et surtout, ce qui est aussi incroyable pour moi dans ce film, c'est que en fait, pour la première fois, on se retrouve face à quelqu'un, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas pourquoi il fait ça, on ne connaît pas ses motivations, et on n'est pas obligé de les Exactement, savoir en c'est fait. vrai. On s'en fiche. C'est pas l'importance. On s'en fiche. C'est pas l'essentiel. C'est pas pour ça qu'on est là. Et en fait, c'est vrai que le film en soi, pour l'avoir vu, j'ai eu quelques années après Scream, c'est vrai qu'il est un peu lent à se mettre en place, mais quand on est dedans, on est vraiment dedans, quoi. Donc c'est vrai que c'est l'un des films principaux dont on parle. Bon, évidemment, Wes Craven, il a mis des références à ses propres films, notamment Les Griffes de la Nuit, donc qui raconte l'histoire en fait d'un groupe d'adolescents qui se font pourchasser par un tueur qui les tue dans leurs rêves, pour résumer de façon très très simple. Et au début du film, justement la fameuse scène du début du film qui a beaucoup marqué en général, et qui est qui est aussi très étudiée dans les écoles de cinéma, où justement l'actrice, le personnage joué par Drew Barrymore, qui dit oui, j'ai beaucoup aimé le premier Les Griffes de la Nuit, mais les suites sont un peu craignos. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans la réalité, parce qu'en fait Wes Craven a détesté les suites de son film. Justement, il n'était pas trop impliqué dans le développement, parce qu'en fait lui il était en colère, il n'était pas content que justement ce qu'il avait créé soit dénaturé. Et même ça me fait penser justement au quatrième film, où justement qui est beaucoup centré sur les remakes, les nouvelles versions des classiques, et où justement à un moment il dit il faut pas déconner avec l'original. Et parce que Les Griffes de la Nuit, du coup, il y a eu un remake en 2010, et pareil, Wes Craven l'a détesté, donc quelque part c'est un peu aussi une petite pique. Voilà, je pense il a beaucoup fait passer ses messages par rapport à ce qu'il pensait des films d'horreur en général dans ce film.
Ouais, complètement. Et justement, je rebondis, sur ce que tu venais de dire. Est-ce qu'on peut parler alors attention parce que ce sera un spoiler alert, enfin q plus ou moins la Oui, première scène en fait, la scène d'ouverture. oui, Alors déjà, comme je l'ai dit, j'avais jamais vu le film, j'ai pas regardé du tout en fait qui était au casting, donc je ne savais pas du tout, vraiment, je le reconnais, je savais pas du tout que Drew Barrymore donc était déjà dans le film. Je savais que Courtney Cox était là, voilà, je connaissais quand même un tout petit peu, mais Drew oui, Barrymore pas du tout, donc très très jeune. Et ce qui m'a le plus marqué, donc c'est non seulement voilà y a la musique ou les silences, mais moi c'était le popcorn. Alors certes, ça m'a donné faim, mais c'était le popcorn qui, je trouve en fait rythmait et donnait en fait une intensité, sur, l'émotion, notamment la peur, le malaise, l'intrigue en fait. Ça je trouvais que ça plantait déjà le décor et le fait de voir au fur et à oui. mesure en fait avec certains plans séquences sur le popcorn qui est tout d'abord en train de voilà, juste en train de cuire et après qui explose complètement et c'est là qu'on comprend que, la scène enfin le popcorn s'embrase mais du coup la scène aussi. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais j'ai trouvé que c'était d'une justesse. En tout cas, ça posait le décor tout de suite. Oui, allô. Pourquoi refusez-vous de m'écouter? Qui êtes-vous à la fin? Dites-moi qui vous êtes, je vous dirai qui je suis. Ah, non, pas question. C'est quoi ce bruit? Du popcorn qui grille. Vous faites du Ah, popcorn? hein. Moi, je n'en mange qu'au cinéma. Bah justement, je vais me regarder une cassette. Ah oui? Laquelle? Oh, je sais pas encore, un film d'horreur. Vous aimez les films qui font Ah, peur? hein. Quel est votre préféré? J'en sais trop rien. Mais si, le premier qui vous vient à l'esprit. Halloween. Celui où une espèce de dingue qui porte un masque blanc s'en prend à des jeunes babysitters. Et le vôtre? Devinez? Oh, les griffes de la nuit. Avec le type qui a des lames de couteau à la place des doigts? Ouais, Freddy Krueger. Freddy, oui, c'est ça. Oui, j'ai bien aimé celui-là. Ça faisait vraiment peur. Le premier, oui. Les autres étaient craignos. Oui, c'est vrai. Vous avez un petit ami? Ah, pourquoi? Vous voulez me demander en mariage? Peut-être. Vous avez un petit ami? Non. J'ignore toujours votre nom. Ça vous avancerait à quoi de le connaître? J'aime bien savoir qui je regarde. Qu'est-ce que vous dites? J'aime bien savoir à qui je m'adresse. Non, vous avez dit autre chose. Qu'est-ce que vous avez compris? Eh bien. Allô? Je vais raccrocher. Attendez, je croyais qu'on devait se marier. Non, non, merci, sans façon. Ne me raccrochez pas au nez. Oui, c'est vrai que j'avais jamais, envisagé les choses sous cet angle-là. Enfin, c'est vrai que c'est la première fois vraiment et je trouve que c'est totalement vrai. Bah, tu as totalement raison sur le fait que, bah, justement, bah, le popcorn grossit au fur et à mesure, en fait, que la tension s'installe dans la scène. Parce que bon, au début, elle est là, elle met son popcorn, elle reçoit un coup de fil, le gars se trompe, elle raccroche, il rappelle et cetera. C'est un échange qui est assez Ouais. gentillé. Puis c'est vrai qu'on arrive au moment où, bah, justement, il lui demande, en fait, plusieurs fois son nom. Elle dit: «Mais pourquoi est-ce que vous voulez connaître mon nom?» Et là, première hausse de tension où il dit j'aime bien savoir qui je regarde. Et là, c'est vrai que dans mes souvenirs, parce que ça fait quand même quelques temps que je l'ai pas revu, enfin là, on a un cut justement sur le popcorn qui est déjà en train de grossir. Et c'est vrai qu'on va voir au fur et à mesure, on va revenir sur ce popcorn qui va grossir, grossir. Et puis à la fin de la scène, bah, après justement qu'il est attaqué pour la première fois, donc avant que ses parents reviennent et qu'ils découvrent en fait que l'alarme incendie s'est enclenchée, que le popcorn est en train de brûler et qu'ils vont découvrir, bah, malheureusement, ils vont découvrir le cadavre de leur fille, que bah, vraiment justement bah ça y est on est dedans, on est lancé et on comprend en fait directement comment ça va se passer et ça donne le ton pour la suite comme tu l'as dit. Et c'est vrai que si je puis me permettre une anecdote, c'était d'autant plus impressionnant à l'époque parce qu'en fait bah, à l'époque Drew Barrymore c'est vraiment le plus gros nom du casting. C'est-à-dire bah, comme tu l'as dit il y avait Courtney Cox mais elle avait pas je crois qu'elle avait fait une ou deux saisons de Friends à l'époque donc c'est vrai que elle était pas encore très très connue. Les autres acteurs étaient un petit peu connus mais pas des masses, c'était vraiment le plus gros nom au casting. Et c'est vrai qu'ils avaient beaucoup insisté sur elle dans la promo, dans les posters, c'est elle qu'on voit en premier plan. Et personne s'attendait en fait à ce qu'elle meure directement. Donc ça a vraiment été un gros choc, je dirais, pour tout le monde. Déjà,
Déjà, comme tu l'as dit, la mise en scène, elle a fait en sorte que bah, justement on soit dedans. Et il y a aussi le fait que bah, du coup le plus gros nom du casting meurt. Et là, on se dit bah en fait tout peut arriver en fait. Et donc là, on s'attend vraiment à tout. Ouais. Oui, oui, complètement, moi, je m'y attendais pas du tout ou en tout cas, je trouvais que dès le début, je me suis dit: «Bon, on va tomber dans une facilité où on va la voir, tout le long du film» et le fait que justement elle meure dès la première scène, waouh, ça ouais, ça plante le décor et justement, pour rebondir sur les autres actrices, c'est vrai que je sais pas si toi, en tout cas, tu as remarqué, mais je trouvais qu'il y avait un jeu aussi bien entre, l'actrice principale, donc la jeune fille qui est orpheline et à la fois Oui. Courtney Cox, où toutes les 2 justement, je trouvais qu'il y avait, 2 figures féminines et je dirais même féministes, mais chacune de leur côté, entre la journaliste qui vraiment, se languit, des meurtres entre jeunes et à la fois donc la jeune orpheline qui elle, ben, voilà, a perdu sa maman 1 an plus tôt et c'est compliqué pour elle et je trouve que il y a vraiment un affront entre toutes les 2 et ça, je m'y attendais pas non plus. Mmh. Bah, c'est vrai que ce sont quand même 2 excellentes actrices. Elles ont ça, c'est vrai que c'est 2 actrices aussi que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que leur relation, elle est intéressante. Bon, après, elle est d'autant plus intéressante quand on voit les autres films et qu'on voit que justement cette relation, elle évolue. Donc là, c'est une relation qui est plutôt conflictuelle, mais sans trop en dire, c'est vraiment une relation qui va beaucoup évoluer, dans les suites. Mais c'est vrai que c'était intéressant de voir ça, même tout au long du film parce que, enfin, techniquement, enfin, bah, du coup, elle se déteste. Enfin, c'est plus du coup, bah, Sydney, elle déteste Gail par rapport à son livre, par rapport au fait qu'elle remue un peu tout ce qui s'est passé 1 an plus tôt et que c'est l'occasion rêvée pour elle bah, d'avoir la gloire, d'accomplir ses objectifs bah, justement en creusant justement ce qui est en train de se passer actuellement. Et à la fin, bah, justement, bah, quand on a le climax, la fin, elle s'allie un petit peu justement pour mettre fin à ce qui se passe. Et c'est ça que je trouvais qui était beau aussi dans le sens où bah, même si elles ont une adversité, même si elles peuvent pas vraiment s'entendre, bah, au final, elles s'allient ensemble pour justement pouvoir terminer ce qui se passe et mettre un point final à ce chapitre-là, du moins pour le moment. Exactement. Oui. Ouais, ouais, ça fait preuve de ouais, on sent une forme de sororité à la fin, en fait et C'est ça. ça m'a assez marquée. Je m'y attendais pas et du coup, est-ce que tu pourrais, bah, voilà, nous raconter un peu les répercussions que ce film a eu dans ta vie? Bah, les répercussions, j'ai un peu, effleuré du doigt, mais c'est vrai que les répercussions, c'est que, bah, déjà, j'ai dévoré les suites dans les jours qui ont suivi. Donc à l'époque, il y avait les 4 premiers films qui sont sortis. Entre-temps, il y a eu une série que vraiment je ne recommande pas du tout, une série de 3 saisons que je ne recommande pas du tout, qui vraiment vaut pas la peine, sauf si vraiment vous voulez vous dire: «Bah, j'ai vu tout ce crime, j'ai vu tout ce qui a été Ouais, fait, allez-y», mais sinon c'est pas la peine. Et le dernier film qui est sorti en janvier de cette année, parce que malheureusement, en fait, entre le quatrième qui est sorti en 2011 et celui qui est sorti en 2022, bah, Wes Craven est mort, malheureusement. Et donc le cinquième est sorti début 2022, et le sixième, en fait, le prochain film, que voilà, je ne sais pas du tout si j'attends avec impatience ou avec beaucoup de réticence, va sortir en mars 2023. Donc déjà, j'ai vu les autres films et c'est vrai que petit à petit, bah, comme je disais aussi un peu plus tôt, bah, ça m'a donné envie de voir les classiques qui étaient cités dans le film, mais aussi au-delà, bah, tous les films dont ma mère me parlait. Elle m'a parlé d'énormément de films qu'elle adorait, qu'elle voulait justement me faire découvrir. Je passais énormément de temps à la Fnac notamment, j'ai acheté énormément de DVD. On a une bibliothèque chez ma mère qui est absolument pleine de DVD, c'est absolument incroyable. Et... et justement, bah, ça m'a. J'allais plus souvent au cinéma, donc c'est vrai que depuis que je suis toute seule, que je peux me payer mes propres abonnements, etc., bah, je vais encore beaucoup plus au cinéma, mais ça a vraiment développé quelque chose chez moi par rapport à cet amour du cinéma qui était vraiment. Ça m'a vraiment en fait donné envie d'encore plus découvrir le cinéma. Ça a débouché aussi, bah c'est du coup c'est l'une des raisons qui a débouché sur le fait qu'en seconde j'ai pris l'option cinéma, donc c'était une opportunité qui était offerte dans mon lycée. Et si j'en parle, parce qu'en fait je l'ai fait qu'1 an, dans le sens où je pense que c'est la première fois où je me suis rendu compte que le monde du cinéma ça peut être aussi un monde brutal, dans le sens où en général
il y avait deux types de personnes, enfin, dans le sens où bah, il y a beaucoup de cinéphiles, enfin, on va quand même les décrire comme ça parce que quelque part ils aiment le cinéma, mais qui en fait vraiment se permettent de juger les goûts des autres, qui se permettent en fait de critiquer parce qu'on n'a pas vu tel classique ou tel classique et que forcément si on n'a pas vu ces classiques, on peut pas être considéré comme des vrais cinéphiles. Et c'est une expérience que j'ai beaucoup vécue pendant cette année de cinéma. Bah, évidemment, j'étais là, la fan de films d'horreur. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas vu énormément de classiques, on va dire entre guillemets, et j'en ai pas vu, j'en ai vu un peu plus depuis, mais c'est vrai que j'en ai pas vu énormément non plus. Et c'est une distance que j'ai vraiment beaucoup ressentie pour la première fois. Et en fait, j'avais quitté cette option à la fin de la seconde parce D'accord. qu'en fait, je me sentais pas du tout légitime. Je me disais, mais si c'est ça, en fait, le cinéma, enfin, je veux pas aimer le cinéma. Si c'est, parce que pour moi, le cinéma, c'était vraiment un partage, des émotions qu'on partageait ensemble. Et pour moi, c'était pas du tout ce qu'on me présentait là. Donc, là, c'est vrai que j'ai quitté cette option. J'ai quand même remis les pieds sur terre dans le sens où vraiment, je me suis rendu compte après qu'il n'y avait pas qu'une seule façon d'aimer le cinéma. Ok, c'était leur façon d'aimer le cinéma, mais moi, j'avais le droit d'avoir la mienne et en fait que c'était totalement Bien ok. sûr. Et bah après c'est reparti de plus belle si si je puis dire. D'accord. Bah oui, je dirais même qu'il y a autant de personnes et autant de façons d'aimer le cinéma, de l'incarner et voilà, moi je suis cinéphile aussi, il y a plein de classiques que j'ai pas vus et pour autant ça m'empêche pas, tu vois, toutes les 2 on est en train de discuter de cinéma, j'avais pas encore vu, il y a plein de films d'horreur que j'ai pas vus et au contraire ça voir en tout cas entendre, des personnes passionnées par un genre ou par un genre un genre ou un film ou une série, où j'aurais pas forcément l'envie directement d'aller la regarder ou de le regarder et ben, au contraire, là, tu vois, moi ça m'a donné encore plus envie d'aller voir, bah, de voir la suite, de voir Scream et j'étais même étonnée parce que vraiment, hein, je le dis, quand tu m'as parlé voilà, des films d'horreur et avant qu'on prépare l'interview ou quoi que ce soit et que tu m'as dit le genre, moi, l'objectif, c'était vraiment que, au contraire, c'est que ce podcast, ce ne soit pas que des films qui m'intéressent, mais que ça puisse aussi intéresser et parler à d'autres personnes. Et la preuve en est, tu as réussi en tout cas à me convaincre et d'aller plus loin sur le sujet. Et franchement, il y a pas de. Ça peut être même parfois des films qui peuvent être un peu populaire ou mainstream ou quoi que ce soit, et il peut y avoir des choses. Donc, je pense il faut tout pour tout le monde, en tout cas. Hmm. Je suis d'accord avec toi. Bah ça me fait plaisir en tout cas. Moi aussi. Et du coup, est-ce que ça a eu des... Donc, comment dirais-je ça a encore plus renforcé peut-être ton amour du cinéma. Est-ce que pour le genre, donc pour ce genre, ou est-ce que ça t'a ouvert à d'autres cinémas plus particulièrement ou pas du tout? Bah, c'est vrai que majoritairement, j'ai plus une prédilection pour les films d'horreur. Après, c'est vrai que ça m'empêche pas non plus de passer un bon moment devant un classique quand j'en regarde, que devant un film de science-fiction, un film policier, un film d'action. Enfin, je suis même devenue une grande fan des Marvel depuis. Mais j'essaie vraiment d'être curieuse. J'essaie vraiment en fait de J'essaie vraiment d'être curieuse quand je vais quand je vais au cinéma, quand je vois un film qui me plaît, quand je vois une bande-annonce qui me plaît. J'essaie vraiment d'être curieuse par rapport à ça. Si jamais j'entends un film dont on me dit peut-être qu'il n'est pas forcément bien, bah justement quelque part, je vais quand même aller le voir pour que je puisse avoir mon propre avis sur ce film. Donc même si j'ai encore majoritairement une Bien prédilection pour les sûr. films d'horreur, c'est vrai que j'essaie quand même. Je me force pas parce que c'est pas quelque chose que je subis, c'est quelque chose que je fais avec plaisir. Je regarde quand même pas mal de films d'autres genres et ça m'empêche pas de passer un excellent moment devant aussi. Cool, cool. Ouais, moi je partage ton point de vue sur le fait justement de se faire son propre point de vue sur un film. Après, hein, si ça peut aider voilà, d'avoir des notes, des commentaires, je sais il y a plein de personnes qui ont besoin de ça et ça peut s'entendre, mais c'est C'est aussi ça, cool de pouvoir se faire son propre avis en fait sur le film. Et du c'est coup, est-ce ça. que tu aurais bah déjà, est-ce que tu as revu le film? Enfin, j'imagine que depuis la première fois que tu l'as vu, est-ce que tu l'as vu plusieurs fois? Ou est-ce que là, tu l'as revu dernièrement Oui. pour préparer notre interview? Non, non, j'ai déjà revu plusieurs fois. En général, j'essaie de le regarder. En moyenne, je dirais que je regarde à peu près une à deux fois par an. En moyenne, sans compter les fois où des fois je me dis ah bah tiens si je Ah, regarde d'accord. Scream 2 ou Scream 3 ou même Scream 4 sans avoir revu les Ouais. autres derrière. Mais c'est vrai que du coup en général je la revois assez régulièrement quand même. Et est-ce que du coup,
plus tu as grandi, plus tu as l'impression d'avoir un autre point de vue sur le film. Je te dis ça parce que, en fait, moi, je suis hyper contente de l'avoir vu maintenant. Alors après, voilà, hein, je l'aurais vu plus jeune, ça aurait pas été grave. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que le fait de l'avoir visionné maintenant fait forcément que j'ai pas du tout le même regard et le même point de vue sur, comme je te disais, par exemple, les deux personnages principaux, enfin en tout cas féminins, ou voilà, il y a plein de petits détails que j'aurais pas, ou des subtilités que j'aurais pas pu percevoir, en tout cas plus jeune. Donc je pense que c'est un film qui se regarde aussi bien quand t'es ado et ça se regarde et voilà, tu captes plein de choses, mais d'autant plus quand t'es adulte et en plus en regardant les autres, à mon avis, ça doit être encore mieux. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que moi, du coup, quand je l'ai vu, j'étais vraiment au début de mon adolescence. Et bah, comme tu dis, déjà, j'aime de plus en plus ce film à chaque fois que je le regarde. Et vu que ma vision du monde change, vu que je deviens plus mature, que j'ai d'autres expériences, ça me Ouais, permet de voir les choses différemment. C'est vrai que la première fois que j'ai vu le film, enfin, pour moi, la journaliste, Gail, enfin, je dirais pas un gros mot, mais pour moi, c'était vraiment quelqu'un de détestable. Et bah, quand je revois le film, bah, je me rends, enfin, pour moi, pour moi, quelque part, ses motivations, elles sont un peu plus logiques dans le sens où c'est une journaliste, en fait. Quelque part, elle veut faire le elle fait son buzz, travail, dans ouais, un ouais. sens. Quelque part, voilà, voilà, c'est ça. Quelque part, elle fait son travail, j'ai envie de dire. Et bah, c'est vrai que du coup, elle le fait assez bien, je dirais. mais, mais c'est vrai que par exemple, ça a évolué. Euh, Qu'est-ce que je dirais qui a évolué d'autre? Après, c'est vrai aussi que ce qui m'a marqué, c'est que de le regarder il y a 10 ans ou même de le regarder maintenant, enfin, on se rend compte qu'il y a vraiment des choses qui des fois évoluent pas. Enfin, je pense notamment, si tu te souviens, la scène des jeunes qui mettent le masque justement et qui s'amusent à faire peur à Sydney dans le lycée. Enfin, ça, c'est typiquement des choses que des personnes peuvent Exactement. faire aujourd'hui. Enfin, quand je vois le nombre de personnes, parce que oui, c'est ça. Et même, ben, je regarde beaucoup de films d'horreur au cinéma. Ça me fait penser à ça, justement. Et j'aime de moins en moins regarder de films d'horreur au cinéma par rapport au public, en fait, qui va justement voir des films d'horreur. Parce que ça arrive pas systématiquement, mais ça arrive quand même très souvent où, bah, justement, il y a un groupe de jeunes qui, voilà, en fait, profitent de ce film, en fait, pour se croire chez eux. Donc, à mettre leurs pieds sur le fauteuil en face de leur, à discuter, à rire super fort, surtout quand il y a des sursauts, des moments en fait il faut pas du tout rigoler, bah, ils rigolent en fait Ouais, je et qui comprends. sont complètement irrespectueux, donc Mhm. ça peut vraiment pourrir une séance. Et même justement je partage cette expérience, cette anecdote parce que ça m'est arrivé la semaine dernière, quand je suis justement allée voir Halloween Ends, donc le dernier volet pour le moment de la longue saga Halloween, donc il y a quand même pas mal de films, et que j'ai entendu l'une des personnes derrière moi qui dit mais c'est qui Michael Myers? Et j'étais là en mode mais comment est-ce que tu peux aller voir ce film qui est déjà lui-même fait partie d'une trilogie et demander qui est le méchant principal en fait. C'est pour moi je me dis mais c'est quoi l'intérêt en fait? Oui, oui, la personne n'avait pas les références. Mais du coup, comment dire? Est-ce que tu aurais donc des recommandations de Oui, films alors et c'est de vrai qu'au début, séries quand autour de j'ai ce lu la thème? question, je me suis dit que j'allais peut-être faire des recommandations du coup de slasher, on va dire entre guillemets, bah, le genre de scream. Mais c'est vrai que quelque part, j'en ai déjà un peu parlé au début et ça allait surtout être une sélection qui serait très redondante parce que, bah, comme on l'a dit, c'est plus ou moins la même chose. Donc en fait, j'ai choisi un peu d'élargir le scope et de vraiment de parler de films d'horreur dans le sens global et de films d'horreur où en fait, bah, enfin, vous allez vite Ouais. vous rendre compte qu'en fait, c'est un genre qui a vraiment beaucoup de secrets. On peut vraiment le mélanger à beaucoup de choses et on peut en trouver vraiment pour tous les goûts. Donc, le premier de ces films, alors, les deux premiers films que je vais énoncer, en fait, font partie de mes films préférés, justement, avec Scream, et c'est vrai que des fois, j'ai du mal à les placer les uns avec les autres. Mais le premier film, en fait, c'est Battle Royale. C'est un film japonais qui est sorti en 2000. Et pour vous le résumer, je vais emprunter la définition du fossoyeur de film, qui un cinéaste un youtubeur cinéma que j'aime beaucoup, qui a dit du film qu'en fait c'était Hunger Games, mais en mieux. Et c'est vrai que sur le coup, je suis totalement d'accord. C'est vrai que je sais pas si tu connais Hunger Games ou pas du tout. Ça dit quelque chose? Oui, oui, oui. Alors moi, oui, oui. Ouais, ouais. Je suis un peu beaucoup plus âgée que toi, mais oui, ça me dit quelque chose quand même. J'ai dû voir, je les ai tous vus. J'ai pas, je pense que c'est une adaptation de livre, si je me trompe pas. Je les ai vus. En Oui, tout cas, je les ai c'est ça, tous oui. vus. Ouais, tous vus.
Ok, bah, Battle Royale, c'est aussi une adaptation de livre, ça tombe bien. Et pour en dire un peu plus sur le pitch, donc en fait, c'est un Japon futuriste dans les années 2000 où justement bah, la violence a explosé, le chômage également et la délinquance des jeunes aussi. Et du coup, pour pallier à ça, le gouvernement a lancé le programme Battle Royale. Et en fait, chaque année, une classe de lycée est tirée au sort et envoyée sur une île déserte. Et ils ont 3 jours pour tous s'entretuer jusqu'à ce qu'il y en ait un qui survive. Et c'est là où, en fait, pour moi, ce film est très intéressant parce que, bah, du coup, je l'ai découvert après Hunger Games parce que, justement, on me l'avait conseillé. On m'a dit, mais en fait, Battle Royale l'a fait, mais en mieux. Donc, évidemment, je suis allée voir. Et je vais pas du tout faire de comparaison entre les deux films. J'ai juste parlé de Battle Royale là uniquement. Mais ça a été une autre claque en fait que je me suis prise dans le sens où c'est un film qui en fait exploite vraiment son sujet, qui exploite vraiment ses personnages. Enfin, il y a 40 personnes donc c'est vrai qu'on va pas forcément tous les suivre, mais en fait on a suffisamment d'éléments en fait sur leur passé, sur qui ils sont pour s'attacher vraiment à une grande partie de ce casting, même si on va dire il y a un quart, enfin, allez, on va dire 2 tiers de la classe qui en fait bah, sont juste là pour mourir et on va vraiment se centrer sur 10-15 personnes. Mais ça déjà c'est quand même énorme quand on voit que dans la plupart des films déjà qui étaient faits à l'époque, enfin la grande majorité du casting était juste là pour mourir. Et c'est ça que je trouve qui est intéressant, c'est qu'en fait quand on se trouve dans une situation qui est particulière, on se rend vraiment compte à quel point rien n'est acquis, que les relations peuvent vraiment changer du tout pour le tout, qu'elles peuvent se renforcer, comme elles peuvent se délier, et c'est ça que je trouvais qui était très intéressant dans ce film en fait. Mais ça reste un film avec beaucoup de Exactement. violence également, donc il faut avoir l'estomac accroché aussi. Ouais, bah, en fait, ce que tu me dis là, ça, moi, je sais pas si tu l'as vu, mais ça me fait beaucoup penser à ça également. C'est Le Dernier Train pour Busan, le film sud-coréen. Et je Non, trouve, je l'ai pas vu, mais j'en ai beaucoup entendu parler, oui. bah justement, en tout cas, je te le conseille et je le conseille aussi aux auditeurs et auditrices, alors d'avoir le cœur bien accroché, mais je trouve que c'est une bonne satire, je dirais peut-être de la société sud-coréenne ou plus largement, et justement, que faire en cas de situation extrême, que ce soit d'un point de vue psychologique, physique, etc. Et on se rend compte que, eh ben, dans des situations extrêmes, on ne sait pas comment on réagirait. Donc, c'est pas un film d'horreur à proprement parler, il y a de l'épouvante, mais en tout cas, il y a suffisamment d'angoisse pour se poser les questions qu'est-ce qu'on aurait fait à la place des personnages. C'est ça, oui. Ça, je suis totalement d'accord. Alors, du coup, tes autres films? Oui, alors j'en ai 4 autres, donc je vais essayer d'aller vite, mais de dire l'essentiel. Donc le deuxième film, donc la troisième claque que je me suis prise, c'est le film Saw, qui est sorti en D'accord. 2004. Et là, il y a quand même beaucoup de personnes qui doivent se dire, mais Saw, c'est pas un film violent, de violence gratuite. Oui et non. Actuellement, il y a 9 films. Et vraiment, tout ce qui est violence gratuite, les pièges, etc., comme on peut avoir l'image classique, ça commence vraiment à partir du deuxième. Le premier, c'est plus un film, donc c'est un film d'horreur parce que la grande partie du film, en fait, c'est 2 personnes qui sont dans une pièce, qui ne se connaissent pas, mais elles savent juste que l'une doit tuer l'autre dans la journée, sinon elles meurent toutes les deux. Mais une grande partie du film, ça va être une enquête policière. Et moi, je me souviens de ce film en majorité. Je pense que ce qui a contribué, c'est déjà la fin qui est juste Mhm. incroyable. Et le fait que le DVD du film était chez ma mère pendant des années, qu'entre le moment où j'ai vu Scream et le moment où j'ai vu Saw, donc 2 ans après, je lui faisais que de lui dire maman, est-ce que je peux le regarder? Est-ce que je peux le regarder? Elle me disait non, t'es trop jeune, ça va être violent pour toi. Un jour, elle m'a dit vas-y, regarde-le. Et moi, j'étais totalement surprise parce que elle m'avait dit qu'il était violent. En fait, le premier, c'est plus de la violence psychologique que Oui. vraiment de la violence physique. C'est vraiment un film qui fait réfléchir. On se pose des questions, bah, comme dans Scream, on se dit mais qui est-ce qui a fait ça? Comment est-ce que ça va se passer? Et c'est vrai que cette partie-là est intéressante parce que dans les 2 premières suites, on va encore plus apprendre le pourquoi du comment. Donc c'est vrai que c'est aussi intéressant. Mais le film est vraiment hyper bien, hyper ingénieux. Il nous donne vraiment sur des fausses pistes et la fin est juste vraiment incroyable, Et quoi. tu en as vu certains au cinéma? Oui, alors le seul que j'ai vu au cinéma, c'était le huitième, donc qui est sorti en 2018, si je dis pas de bêtises, parce qu'en fait le dernier, donc qui est sorti l'année dernière, est pas sorti au cinéma en France. Il est sorti, vu que c'était pendant la période Covid, je crois qu'il est sorti directement en VOD. Et le seul que j'ai vu au cinéma, du coup, c'était le huitième. Parce que ça, c'est toujours quelque chose je dirais pas qui m'intrigue ou qui me fascine, notamment avec les films d'horreur,
est-ce que c'est mieux de les voir chez soi, dans le noir, voilà, à la tombée de la nuit ou de les visionner, dans une salle, bah, voilà, sur grand écran et les émotions sont peut-être pas les mêmes. Ça peut être enfin, ça dépend du film, hein, ou ça dépend de ouais, du film ou du moment, mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours, questionnée, en tout cas. C'est ça, oui. Après, enfin, moi, je me souviens techniquement, je me rappelle, bah, c'était les premières fois où je voyais des films d'horreur où bah, j'avais, enfin, j'en ai regardé quelques-uns la nuit et j'avais peur, je sursautais au moindre bruit qu'il y avait chez moi le soir. Mais ça, du coup, c'était à l'époque. Là, maintenant, je regarde des films en soirée sans aucun problème. Je regarde aussi en journée et je pense que ça dépend aussi beaucoup des personnes avec lesquelles tu regardes. Comme j'ai dit, c'est vrai que ces dernières années, c'est pas forcément une des meilleures idées de regarder Ouais. des films d'horreur au cinéma. Mais il y a encore quelques années, enfin en tout cas, je pense que quand tu es vraiment avec des fans, quand tu es vraiment dans une expérience particulière, je pense que ça doit être vachement différent. Enfin, ça a complètement rien à voir, mais ça m'y fait penser, donc je vais en parler quand même. Enfin, quand je suis allée voir le dernier Avengers en 2019, j'étais allée à l'avant-première à minuit, j'étais avec ma sœur et mon cousin, et il y avait deux salles remplies de fans. C'était vraiment une expérience qui était incroyable parce qu'on était tous des fans, on voulait tous voir ce qui allait se passer, on était tous dedans et c'était vraiment une excellente expérience. Donc pour moi, les films d'horreur, ça doit être un peu la même chose, je pense aussi. Ouais, je comprends, je comprends. Et est-ce que du coup, tu as d'autres recommandations à nous partager? Oui. Alors, je crois que j'en avais 5 de prévus, mais donc peut-être pour aller un peu plus vite, je vais faire que les deux plus importantes. Bon, je vais parler du dernier aussi rapidement. Le troisième film que je recommanderais, donc c'est un film espagnol qui est sorti en 2007 et qui s'appelle Rec. Donc en fait, qui est l'histoire d'une journaliste qui Très bon suit en fait film, ouais. différents... Ah, tu l'as vu? Ouais, oui, oui, je l'ai vu, j'ai bien voulu le regarder. Voilà, on m'a à l'époque, on Ah. avait insisté pour que je le regarde et oui, oui, je l'ai vu. Je l'ai vu en plusieurs fois, je le reconnais. J'ai plusieurs fois fermé les yeux, mais je trouve que, ouais, le cinéma espagnol, déjà, j'aime beaucoup et c'était super bien fait. Oui. Oui, franchement, moi la première fois que je l'ai vu, j'étais complètement flippée. C'était vraiment incroyable. C'est dommage que les suites soient pas de ce niveau, mais le premier était incroyable. Et encore l'autre jour, Ouais, j'ai encore bah, revu avec ma mère et les sursauts, les frissons ouais, étaient toujours là, quoi. Je reprends. Donc en fait, c'est l'histoire d'une journaliste qui suit différents corps de métier la nuit pour son émission de télé. Et un soir, elle va suivre une équipe de pompiers qui va se rendre dans un appartement à Barcelone parce qu'ils ont reçu un appel à l'aide. Et en fait, ils vont vite se retrouver en quarantaine dans cet ouais, immeuble parce qu'en fait, ils vont se rendre compte qu'il y a un virus qui contamine les gens et qui, grosso modo, les transforme en zombies. Et en fait, justement, ils doivent survivre justement à cette nuit jusqu'à ce qu'on vienne les secourir, ce qui n'est pas gagné non plus. ouais. Mais je rebondis sur ce que tu disais, c'est assez fou parce que je pense que enfin, en tout cas, avec ce genre de film, c'est le propre même des émotions qui sont là, enfin, dans le sens où tu connais déjà le scénario, tu connais déjà la fin, mais ça arrive quand même à te faire encore sursauter. Et ça, je trouve ça, bah, c'est fascinant, quoi. Même si tu connais déjà l'histoire, il y a encore des émotions qui sont là, donc ouais, c'est cool. C'est ça, oui. C'est ça. Et du coup, je vais clôturer avec le dernier, l'avant-dernier film, Ouais. qui est Alien, donc le plus ancien film de cette liste. Je ne sais pas si tu connais également ou pas du tout. Oui, 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 je l'ai vu, ouais. Pas de souci. Donc, je pense que tu seras d'accord aussi avec moi. C'est vraiment un film qui est extraordinaire et qui en fait bah, raconte l'histoire d'une équipe. Donc, je sais plus comment il s'appelle exactement, mais en fait, c'est dans l'espace, c'est dans une centaine d'années plus tard, après notre période, qui en fait rentre d'une mission dans l'espace, qui vont être interceptés par un message de secours. Sauf qu'en fait, ils vont aller sur une planète et au final, ils vont ramener avec eux un organisme étranger qui va grandir et qui va vouloir tous les massacrer. Et c'est vraiment un excellent film. C'est vrai que les quatre premiers Aliens, parce que ceux qui sont sortis récemment, je ne veux même pas les compter dedans, c'est vraiment des excellents films, mais celui-là, je le Oui, oui, recommande oui. vraiment parce qu'en fait, il y a une telle montée de tension, ça prend son temps, c'est vrai que le début est long à s'installer, mais il y a une telle montée de tension, et au final, ça explose, et enfin, je pense notamment, bah, peut-être à la même scène à laquelle tu vas le penser, la fameuse scène, on va dire, de l'accouchement, si je peux l'appeler ça comme ça, qui est vraiment
qui est vraiment une scène incroyable. Et puis en plus, c'est d'autant plus renforcé quand on sait qu'en cette scène-là, les acteurs n'étaient pas du tout au courant de ce qui allait se passer et que leurs réactions, elles sont authentiques. C'est là que tu te dis, c'est vraiment incroyable en fait. Ce film est incroyable en soi. Et c'est pour ça que je suis déçue. C'est pour ça, bon, j'en dis un petit mot rapide, c'est pour ça que je suis déçue quelque part des suites qui ont été réalisées dans les années 2010, parce que c'est le même réalisateur qui a réalisé le premier film, qui a réalisé les deux suites, et c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même chose. J'étais extrêmement déçue. Mais en tout cas, je préfère retenir le premier film qui est vraiment incroyable en soi, quoi. Ouais, complètement. Ouais, ouais, non, c'était assez spectaculaire et les derniers, un peu déçus. Je suis pas forcément fan du genre, mais en tout cas, ça reste je sais pas si on peut dire un classique dans le genre ou un classique du cinéma, mais c'est vrai que les premiers sont vraiment, vraiment très, très bien. Et du coup, est-ce qu'il y Mhm. a, bah, on en a déjà peut-être parlé ou tu les as peut-être déjà évoqués, mais est-ce qu'il y a un film ou une série dont tu te lasses jamais de regarder? Vraiment où tu te dis, ça c'est mon truc, même si c'est pas forcément sur les films d'horreur ou je sais pas, en Oui, général? justement, j'ai une série à laquelle je pense. C'est pas du tout une série d'horreur, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi aussi, j'ai développé une appétence, un amour pour tout ce qui va être les films et les séries historiques parce que j'adore l'histoire. Et pour moi, la série que j'adore regarder, que je me lasse jamais de regarder, c'est la série Les Tudors. Je sais pas si tu connais également. J'ai dit beaucoup de fois ça dans cet épisode. Ah! Ouais. Alors j'ai regardé très brièvement, mais je connais pas suffisamment pour pouvoir en parler en tout cas. Mais je vois très, très bien le Pas de casting. souci. Et donc du coup, pour ceux peut-être qui remettraient pas, c'est l'histoire plus ou moins romancée, on va dire, d'Henri VIII. Donc Henri VIII qui est majoritairement connu pour avoir eu 6 femmes et en avoir fait décapiter 2. Pas forcément pour les bonnes raisons, mais bon, ça on n'est pas là pour parler de ça. Et c'est vraiment une excellente série parce qu'il y a un excellent casting déjà. Je retiens notamment Nathalie Dormer qui joue Anne Boleyn, qui est vraiment mon personnage historique préféré et que peut-être beaucoup vont reconnaître pour avoir joué dans Game of Thrones après par la suite, qui est vraiment excellente. Mais le Mhm. casting en soi aussi, il est vraiment excellent. On s'attache vraiment au personnage. Ça nous donne justement envie d'en savoir plus sur l'histoire, savoir plus ce qui s'est passé parce qu'il y a énormément de choses qui s'est passé dans cette période-là, qui s'est même passé après. Il y a beaucoup de séries qui explorent justement ce qui s'est passé après, notamment Elisabeth Ier, qui est la fille du coup d'Henri VIII. Et voilà, c'est vraiment une excellente série que je regarde à chaque fois avec un excellent plaisir. Su- Super, tu m'as donné envie. Enfin, en t'entendant là, ça m'a donné envie de visionner la série. Et du coup, pour conclure un petit peu tout ce qu'on vient de se Avec dire, plaisir. est-ce que il y aurait une ou deux émotions qui viendraient clôturer ce qu'on s'est dit? Moi, l'émotion à laquelle je pense, pour moi, c'est vraiment le partage, dans le sens où c'est ce que j'aime en fait dans la vie. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'échange qu'on a eu parce que justement, ça nous a permis de partager ce qu'on avait ressenti pour plusieurs films, pour le cinéma en général. Et ça, au quotidien, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. J'aime partager ce que je connais. Je suis également très curieuse, donc j'aime aussi beaucoup apprendre des autres, donc sur des choses que je ne connais pas forcément. J'aime partager sur tout ce qui est mes valeurs, enfin, notamment le côté éco-responsable avec mon entreprise. Mais c'est vrai que pour le cinéma, enfin, quand on me pose des questions sur des films, sur des recommandations, quand on discute même de films, de situations, je débat toujours avec grand plaisir. Donc moi, c'est vraiment ce que je retiens de tout ce qu'on s'est dit et vraiment ce que je retiens du cinéma en général. Pour moi, le cinéma, c'est avant tout fait pour être partagé surtout avec les autres. Et je pense que c'est vraiment important qu'on se dise qu'il y a différents types de cinéma. On est autorisé à aimer d'autres types de cinéma que d'autres personnes. Et ça ne fait pas moins, en fait, notre passion pour le cinéma n'en est pas moins forte. Complètement d'accord avec toi et ouais, en tout cas, cette notion de partage, on la sent bien. Et moi, tu m'as convaincue pour regarder la suite des autres Scream. Donc, merci beaucoup en tout Avec cas, grand Aude. plaisir.